Bon, bien, je suis heureuse de vous voir en si grand nombre encore une fois pour ce cercle de presse. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, vous le savez, on reçoit le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, qui propose, on le sait, des compressions importantes dans le réseau de la santé, visant des économies de 220 millions de dollars. Donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a la santé mentale, la santé physique. On parle aussi d'Ebola ces temps-ci. Donc, M. Barrette est disposé à répondre à vos questions. Mais premièrement, il va vous s'adresser un peu à vous et je vais vous demander de me faire signe pour les questions puis de vous assurer que je vous ai vu parce que parfois, je me suis rendu compte que j'en loupe quelques-uns. Mais la première question, déjà, va aller à Marc Saint-Hilaire du journal Le Quotidien. Ensuite, Gilles Munger. Donc, pour les suivants, je vais prendre les noms et je donne la parole à M. Barrette. C'est pas pire. Merci. Alors, vous allez m'excuser et me pardonner pour la voix enrouée que j'ai aujourd'hui encore. Elle est mieux qu'hier, mais pas encore aussi bonne que demain. Mais ça finit toujours par revenir à la normale. Aujourd'hui, je suis ici. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis, je vous remercie de prendre ce temps-là pour venir discuter avec moi. Je suis sûr que ça va être très intéressant. Comme c'est toujours très agréable de venir dans cette magnifique région. Il y a quelques instants, semble-t-il, que j'ai raté une manifestation parce que je suis rentré par la porte d'en avant, mais c'est en arrière, en tout cas, bref. En sortant, je vais aller voir les manifestants. Si quelqu'un peut passer le mot, là, j'irai rencontrer les dirigeants s'ils sont encore disponibles à ce moment-là. Alors, actuellement, ce que je fais, c'est une tournée de toutes les régions du Québec, physiquement ou en visioconférence, là. Une tournée qui va prendre la semaine et qui va se terminer vendredi soir. Pour faire le point avec les directions hospitalières de toutes les institutions du Québec sur les tenants et aboutissants, évidemment, du projet de loi 10. Et je dois vous avouer que je suis très heureux de ma tournée, d'abord parce que c'est très agréable d'aller rencontrer les gens qui sont sur le terrain, parce que les gens font des efforts incommensurables pour participer à l'exercice de retour à l'équilibre budgétaire dans lequel on est engagé tout le monde au moment où on se parle. Mais je suis aussi très heureux de constater que les gens comprennent très bien la finalité du projet de loi 10 et la réception est plus que favorable. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critiques là, qui sont émises par des gens qui sont pas nécessairement dans ce type de position-là et des commentateurs externes. C'est normal, ça fait partie du jeu de la place publique. Mais je suis heureux de constater que lorsqu'on parle aux gens qui sont à la direction de nos institutions du réseau de la santé, la finalité du projet de loi est bien comprise et elle est très acceptée. Et c'est pas surprenant dans une certaine mesure parce que ce n'est que la continuation de ce qui était commencé en 2003. On aura sûrement à en discuter plus en détail dans quelques minutes sur le projet de loi 10, fait que je n'en débattrai pas plus actuellement pour réserver ces commentaires-là aux questions que vous allez me poser. Mais je vais faire un autre commentaire, par exemple, surtout compte tenu de celui que vous avez fait en introduction. J'ai aussi dit, et je le dis à toutes les directions, le projet de loi 10, c'est un exercice que l'on fait, et c'est pas un exercice qui est fait simplement pour revenir à l'équilibre budgétaire. Ça, il faut comprendre ça, c'est bien important. Et malheureusement, c'est occulté par bien des gens qui commentent. On est dans un exercice de retour à l'équilibre budgétaire, mais quand on sera revenu à l'équilibre budgétaire, avec le prochain budget, le budget de l'an 1 post-déficit, bien, il va falloir avoir mis en place des mesures, des réformes qui vont faire que le système de santé au Québec va pouvoir vivre avec une croissance maximale de 4 %. Quand on regarde toutes les analyses qui sont faites dans le réseau de santé par des tiers, par le gouvernement, je ne sais pas par le gouvernement précédent, mais quand on regarde toutes les analyses qui sont faites, le système de santé est décrété, entre guillemets, viable si le taux de croissance est maintenu aux alentours de 4 %. Le taux de croissance en moyenne dans les 10 dernières années a été de 5,6 %. 5,6 %, il n'y a pas un système de santé au monde qui peut tenir ça. Il n'y en a pas. Alors, à un moment donné, quand on ne peut pas contrôler la croissance des coûts et qu'on n'a pas les moyens de payer le système de santé, bien, il y a deux choses qui arrivent. Il y en a deux seules qui sont possibles. On impose plus la population, on taxe plus, ou on coupe des services. On coupe des services, c'est les États-Unis. Ils ne coupent pas de services, eux autres, ils ne donnent pas de services à des gens. C'est encore plus simple. Alors, ça, c'est les États-Unis. On impose, bien ça, c'est les autres pays, dont les pays européens. On est au Québec,
Et on considère, nous, que le public ne veut pas être ni taxé, ni plus imposé. Alors, on se retrouve devant donc une quadrature du cercle qui exige que, on ait une croissance qui soit au-dessus du coût de la vie, qui serait de l'ordre de 4 dans le but ultime de faire en sorte que notre système de santé soit pérenne. Alors, les efforts qui sont demandés aujourd'hui ne sont pas des efforts qui visent 2016, le retour à l'équilibre. Ce sont des efforts qui visent 2017, 2027, 2037. On vise la pérennité du système. Parce qu'il me semble que, comme citoyens, on est tous citoyens ici, là, on devrait s'attendre à ce que un jour, on arrête de passer de l'équilibre au déficit, et qu'on ait quelque chose de structuré et de constant. C'est faisable, mais ça demande des efforts de tout le monde. Et actuellement, je constate, et je les en félicite et remercie, que les administrations de nos institutions ont pris le problème de plein fouet et travaillent avec énergie et donnent des résultats. Et j'aurai à répondre à plusieurs questions dans quelques instants. Il y a une consigne qui a été donnée de ne pas couper les services. Il est arrivé quelquefois où il y a des décisions qui étaient marginales qui ont été renversées, mais à date, les décisions qui ont été prises sont allées dans la direction de ce qu'on a demandé. Il y a donc des efforts d'optimisation qui donnent des résultats, mais sans couper les services, mais qu'on peut évidemment commenter dans un autre sens. Alors aujourd'hui, c'est la 14-15 et 15-16, c'est vraiment une période charnière qui n'est pas facile, mais qui va nous amener à une meilleure période où on pourra vivre avec une croissance contrôlée et le système de santé sera pérenne pour le bénéfice de la population. Et je pense sincèrement que c'est ce que la population veut. Alors voilà, je vais maintenant, j'imagine, passer à la période de questions pour parler probablement d'enjeux plus locaux. Bonjour, Dr. Barrette, Marc Saint-Hilaire du Journal Le Quotidien. Monsieur le ministre, vous parlez beaucoup de pérennité, vous parlez de 2017, 2027, 2037. La réforme que vous faites présentement, c'est une réforme qui va être hautement politisée. Les personnes, vous l'avez dit, vont être identifiées par vous, les personnes à la tête du réseau, de chaque réseau en fait, qui vont devenir des réseaux beaucoup plus globaux. On parle de pérennité puis de long terme. En même temps, c'est un système qui va être vulnérable chaque 4 ans, parce qu'à chaque 4 ans, dépendamment de ce qui peut se passer au scrutin, la personne qui va être dans votre siège va pouvoir choisir les personnes qu'il veut. Donc, on peut parler d'instabilité potentielle. Est-ce que c'est pas justement quelque chose que vous avez réfléchi? Ça vous fait pas peur, ça? Oui, j'ai réfléchi et il y a une réponse très précise à cette question-là. Quand j'ai déposé le projet de loi 10 en conférence de presse, en introduction, une des premières choses que j'ai dites était, et ça n'a pas été retenu, était que c'était une loi de transition. Alors, ce n'est pas la loi qui sera la loi permanente. C'est une loi de transition et la raison pour laquelle on a cette loi-là, c'est parce que si on voulait faire tous les changements que l'on veut faire par la loi 10, il faudrait et il faudra éventuellement réécrire toute la L4S ainsi que les lois connexes. Et ça, c'est un travail de 2 à 3 ans. Et, bon, on ne l'a pas annoncé de façon formelle, mais on a déjà commencé les travaux pour réécrire la L4S et ses lois connexes pour mettre en place, probablement d'ici la fin du mandat, les changements permanents qui seront apportés au système. Quand vous dites que je me retrouve avec des pouvoirs qui sont grands et que vous qualifiez de politisé, je comprends votre commentaire. Vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air de ça. Puis j'irais même vous dire, jusqu'à dire que cette loi-là, je me donne la responsabilité de ne pas en abuser et je ne la laisserai pas comme telle pour un successeur éventuel, peu importe le parti. Parce que vous avez raison, telle qu'elle est écrite, la loi, ben oui, je ne conteste pas ça. Par contre, j'avais une raison pour faire ça. Et la raison fondamentale que j'avais pour faire ça, c'est que je voulais m'assurer d'avoir la capacité structurelle à la nomination au moment de l'application de la loi 10, de m'assurer d'avoir la capacité de pouvoir nommer des gens compétents. Alors, quand vous regardez le projet de loi, prenez par exemple les conseils d'administration,
Les conseils d'administration vont être nommés à la suite de recommandations d'un comité d'experts. Et c'est voulu. Alors, le comité d'experts évaluera les candidats d'abord et avant tout sur leur capacité de gestion et leur capacité de gérer de la santé. C'est pas parce qu'on a un historique de gestion dans le monde des affaires qu'on est confortable à gérer la santé. Les experts qui seront sélectionnés auront la mission de faire une présélection dans des candidatures qui viendront du milieu et de me faire donc une première liste de laquelle je vais choisir des gens. Maintenant, dans une loi définitive, il y aura une mécanique un peu similaire, mais là, le travail se fera localement dans la région. Ou, si un comité d'experts le jugeait approprié, pour aller chercher des gens à l'extérieur de la région si bon leur semblerait. Mais je suis d'accord avec vous que cette loi-là ne peut pas être une loi permanente. L'esprit de la loi va être permanent. Les actions ou les réformes que l'on met en place vont être permanentes. Ça exige des réécritures législatives, on s'entend. Mais les modes de nomination, là, vous avez raison, doivent redevenir, entre guillemets, normaux avant que je quitte mon poste. Les agences de santé, avant les régions régionales, étaient mises en place pour permettre à chacune des régions de décider elles-mêmes de leurs orientations. En quoi est-ce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean va sortir gagnante des décisions qui vont être prises à Québec par les fonctionnaires autour de vous plutôt que par des gens qui sont en région et qui connaissent, selon certains, davantage les besoins de la région? En fait, la loi vise à passer d'un mode de gestion à 3 paliers à un mode de gestion à 2 paliers. Les gens, quand ils regardent la loi, considèrent que c'est une concentration décisionnelle à Québec. C'est exactement le contraire. La relation que l'on aura dans le futur avec l'application de la loi entre le ministère et directement les CIS sera une relation de donneur d'ouvrage et de livrables, de gens qui livrent la marchandise. Et il n'y aura pas d'interprétation entre les deux. Et il n'y aura pas de problème de transfert d'informations par un intermédiaire. Je fais une parenthèse. Les agences sont inégales. Okay? Il y a des agences très performantes et des agences moins performantes. Je comprends qu'ici, vous avez toujours eu le luxe de disposer d'une agence performante. Mais à un moment donné, on fait des lois et règlements qui visent une permanence et qui visent une stabilité à cet égard-là dans toute la province. Moi, là, si je suis un donneur d'ouvrage, si vous me permettez l'analogie, là, je vais prendre une analogie simple de vous et moi si on fait une rénovation. Si vous et moi, on fait une rénovation dans notre maison, vous allez peut-être vous-même faire vos plans. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai fait mes plans à l'échelle, avec tout ce qu'il fallait. Je suis allé les montrer à la ville pour les faire valider. Je n'ai pas fait de ma rénovation, moi, là. J'ai trouvé un entrepreneur avec lequel j'ai signé un contrat qui était imputable de son travail. C'est lui qui a fait le travail. C'est ça que la relation va être. Ce n'est pas une relation où à Québec, on décide de ce qui va se faire dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est à Québec où on dit, voici les paramètres dans lesquels vous allez être évalués. On s'attend à ce que vous fassiez ceci, cela, et vous trouvez la bonne manière de le faire. On vous impose 2 paramètres, 2 balises. La première, ça sera un financement de l'activité. Et la deuxième, dramatique dans notre réseau, vous rentrerez dans votre budget. C'est un gros drame, là, ça, là, parce qu'on va introduire l'imputabilité. Alors, contrairement à ce que les gens disent en faisant une première lecture du projet de loi, ce n'est pas un projet de loi qui vient centraliser tous les pouvoirs quotidiennement à Québec. C'est un projet de loi qui consacre le fait que le ministère a quand même la responsabilité de déterminer quelles sont les orientations qu'on doit donner au réseau, mais c'est au réseau de livrer la marchandise. Et en ce sens, c'est une forme de régionalisation, et j'en parlais ce matin aux directions qui étaient d'accord avec moi, c'est la forme la plus poussée de régionalisation qu'on n'aura jamais eue. Parce que l'orientation est donnée, le financement vient à l'activité, et l'administration régionale a la responsabilité de livrer la marchandise. Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer ça. À un moment donné, il y a 18 mois à peu près,
Quand j'étais de l'autre bord de la table, à un moment donné, le gouvernement m'appelle pour me demander mon opinion sur telle chose. La telle chose était la suivante. Un hôpital, dans une région métropolitaine de grande ville, a eu la bonne idée, je le dis de façon caricaturale, de vouloir développer de la chirurgie thoracique. La chirurgie thoracique, là, d'abord, c'est pas fréquent. Et deuxièmement, comme n'importe quelle chirurgie, idéalement, on doit mettre ça dans les mains de quelqu'un qui en fait un certain volume pour une question de maintien d'expertise. Et c'est un type de chirurgie qui évolue beaucoup dans le temps. Et quand on regarde ce qui se passe sur la planète, on est un peu en retard là-dessus parce qu'on devrait avoir des centres désignés de chirurgie thoracique où on concentre cette activité-là. L'hôpital en question n'a pas demandé la permission au ministère de faire ça. L'hôpital en question n'a pas évalué sa capacité de faire ça. L'hôpital en question voyait la possibilité de développer ça parce qu'il y en a des budgets. Mais au bout de la ligne, là, le patient, est-ce qu'il est bien servi? Alors, la réponse, quand j'étais de l'autre bord de la table, a été, il n'y en a pas question, parce que le patient va être mal servi. Comme il n'y a pas beaucoup de ces procédures-là, il y a lieu de concentrer ces procédures-là dans des mains expertes le plus possible, même si ce n'est pas toujours possible, et donc de ne pas permettre le développement de cette activité-là dans un petit hôpital communautaire. Alors, c'est ça, donner des orientations, et c'est ça aussi, livrer la marchandise. À un moment donné, si le gouvernement n'est pas capable de dire au réseau, c'est pas là que tu dois aller parce que c'est pas approprié, bien là, on a un gouvernement qui ne joue pas son rôle. Notre rôle n'est pas simplement de gérer des budgets, mais notre rôle aussi est de faire en sorte que la sécurité et la qualité des soins soient là. Alors, nous donnons des orientations, les 6 exécutent, et ils sont autonomes pour le faire. Ils peuvent le faire comme ils veulent, mais ils ont des paramètres. Aujourd'hui, on me posait la question, est-ce que dans le 6, on a la garantie qu'on va avoir des médecins de famille à Chibougamau? Bien, je disais, même vous avez la garantie, la fonction première du 6 va être d'amener le service, lorsque c'est approprié, le plus près possible du patient en toutes circonstances. Alors, tous les 6 du Québec auront l'obligation d'amener la première ligne, là où les gens sont, avec un bémol. À un moment donné, aujourd'hui, on ne peut plus, parce que c'est plus faisable, avoir un médecin par village. Ça, les jeunes ne veulent plus faire ça. Mais on peut avoir des GMF regroupant des médecins dans un territoire rural, mettons donné, qui donne le service, et ça sera une des obligations du 6. Oui, Monsieur le ministre, je voudrais qu'on parle des médecins, leur rémunération par rapport à leur productivité. Je suis allé voir sur le site de l'Institut québécois de recherche en santé publique. Là, bon, vous avez eu une certaine controverse de M. Contandro-Poulos et tout ça sur les objectifs et les chances de réussite de votre réforme, mais ça, on peut en parler. Ils ont quand même des statistiques qui sont intéressantes, notamment, je vous en cite quelques-unes et je vous pose la question après. Les statistiques qui disent que de 2003 à 2013, il y a eu 13 milliards de plus qu'on a consacré à la santé et les services sociaux. C'est énorme, 13 milliards. Et depuis 2003, la rémunération des médecins a doublé. Ce sont des chiffres qui sont bien documentés. Mais par contre, si le nombre de médecins a augmenté, la productivité, elle, a baissé. De sorte que le nombre d'actes par médecin a diminué depuis tout ce temps, et il l'est encore. Par contre, et c'est un peu le sens de ma question, quand vous avez signé l'entente de report de la rémunération, il n'en demeure pas moins que dans les prochaines années, la hausse la rémunération des médecins va représenter 40 de la hausse additionnelle du budget de la santé pour les prochaines années. Alors, quelqu'un a dit que quand on négocie et qu'on donne, en l'occurrence, c'est de l'argent à un groupe, on lui demande des exigences en retour. Et on accuse, ou en tout cas, on souligne que le gouvernement, et vous en particulier, n'avez pas demandé rien aux médecins en retour de cet argent-là de nouveau qu'on leur donnait. Est-ce que vous avez l'intention d'accroître des exigences par rapport à la productivité des médecins? Parce que le nombre de médecins au Québec par habitant est supérieur à celui de l'Ontario. Donc, il n'y a pas de pénurie de médecins. C'est une question de productivité. Oui. Là, vous allez me gronder du regard parce que la réponse va être longue.
Non, je comprends. Il y a plusieurs questions, par exemple. Il y a plusieurs questions. Alors, Regardez 2 heures, si vous voulez. non, moi, ça ne me dérange pas non plus. Oui. C'est sur la productivité des médecins. On les paye beaucoup. Non, j'ai bien de plus compris en votre plus, question. Et on pourrait s'attendre à ce qu'ils augmentent leur performance aussi. Je veux juste rétablir des faits, parce que quand certaines personnes que vous avez citées rapportent les choses, évidemment qu'on biaise les choses. Tout de suite, en partant, là, le fond de ce que vous dites est vrai et je suis d'accord. OK? Maintenant, il y a des choses qui sont imprécises, puis je vais vous les expliquer. La rémunération des médecins n'a pas doublé. Elle a augmenté d'à peu près 60-70 % parce que la masse a augmenté. Il y a 3-4 % d'augmentation du nombre de médecins par année. Alors, il y a plus de docteurs, donc la masse augmente. Même s'il n'y avait pas d'augmentation, la masse augmenterait. Alors, quand on dit doubler, c'est la masse. La rémunération moyenne individuelle, elle, n'a pas doublé, elle a augmenté de 60-70 %. Ce qui est très bien, là. C'est ça que je négocie. Bon, mais juste mettre les choses en perspective. C'est vrai qu'on est plus de médecins par capita et qu'on n'a pas le niveau de productivité qu'on devrait avoir. Vous avez raison, c'est un fait. C'est vrai aussi que quand la société en arrive à payer à cette hauteur-là les médecins, elle est en droit de s'attendre à avoir du service en retour. Je suis d'accord avec vous. Là, par exemple, où je ne suis pas d'accord, évidemment, c'est sur le fait que vous dites, et en fait, pas que je ne suis pas d'accord, c'est juste que je vais vous informer. Quand vous dites que je n'ai pas rien demandé en retour, c'est pas parce que je n'ai pas demandé rien en retour. C'est parce que la négociation que j'ai faite était une négociation qui était exclusivement basée sur l'étalement des montants négociés dans le passé. Il fallait légalement ouvrir une entente et la remplacer par une autre entente dont les paramètres sont les mêmes. Les paramètres, c'était des paramètres de rémunération. Ce n'était pas des paramètres de retour sur l'investissement, là. C'était uniquement des paramètres. Alors, je ne pouvais pas, moi, aller ailleurs que là. Alors, j'ai fait une négociation assez serrée, merci, parce qu'ils ne m'ont pas trouvé drôle. Écoutez, la FMSQ là, a laissé 400 millions de dollars sur la table, là. Alors ça, moi, je trouve que c'est une bonne négociation. Pas 400 millions de dollars étalés, là. 400 millions de dollars qu'ils auraient dû avoir, qu'ils n'auront pas, parce que je les ai négociés serrés. Alors, j'ai fait une bonne négociation qui était au bénéfice des citoyens. Mais quand vous dites que je devrais négocier avec eux autres un retour, vous avez raison, et je le fais, mais par une autre voie. La voie de l'entente et de la négociation globale qui doit faire en sorte que les médecins, à partir de maintenant, doivent s'organiser d'une manière quelconque pour livrer plus. Et au moment où on se parle, bien, peut-être pas au moment où on se parle, mais aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec les deux fédérations et particulièrement la FMOQ, les médecins de famille, pour trouver des moyens. Et il y en a. On ne s'est pas encore entendu, là, mais on est en train de travailler là-dessus. Des moyens pour faire en sorte que la productivité augmente. Il y a un problème de productivité au Québec qui m'a valu bien les critiques négatives. Malheureusement, les chiffres me donnent raison. Puis vous allez voir vous-même les chiffres, puis c'est ça que ça dit. Alors, il y a un problème, c'est réel, il va falloir s'y adresser, et c'est ce qu'on est en train de faire, parce que vous pourriez continuer jusqu'à dire, bon, on s'en sortira jamais. Mais puis vous auriez raison, parce qu'à un moment donné, là, on dit ça à la blague, là, dans le milieu médical, ça en prend 2 pour remplacer un plus vieux. Bien, on va vous dire, là, des fois, ça en prend plus que 2, là. Alors, quand la productivité baisse, elle baisse tellement, là, que là, elle baisse par jour de travail, puis elle baisse par jour travaillé, par nombre total de jours travaillés. Alors, quelque chose doit se passer. Alors, je suis actuellement dans une négociation qui vise le changement, et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je peux juste vous dire qu'on travaille là-dessus, et que je suis d'accord avec vous, quelque chose doit arriver, parce que dans 15 ans, on va être dans la même situation qu'aujourd'hui. Et peut-être pire. Julie Bergeron, Un des dossiers particuliers dont on a discuté dans la région au cours des derniers jours, c'est notamment le rôle des super infirmières. Vous aviez
évoqué le vœu que les super infirmières aient plus de pouvoir, qu'il y en ait davantage au Québec. Or, ici, à l'hôpital de Chicoutimi, on a fait l'inverse au cours des derniers jours. J'aimerais que vous commentiez la situation. Je ne peux que commenter la situation en fonction des informations qui me sont données. À la première partie de votre question, c'est la volonté de notre gouvernement de former 2000 infirmières, des praticiennes spécialisées, dans les 10 prochaines années, à un rythme de 200 par année, en sachant que cette année, on ne peut pas se rendre à 200. Les milieux de formation nous disent que ça va être beau si on se rend à 150. Donc, plus tard, on sera capable d'en former plus par année. Et la condition, évidemment, qui est limitative, est celle des lieux de stage. Et les infirmières doivent faire des stages, idéalement, là où il y a des infirmières praticiennes spécialisées. Comme il n'y en a pas beaucoup au Québec, c'est difficile d'en former 200, 300 par année. En fait, c'est même impossible aujourd'hui. Les infirmières praticiennes spécialisées et les infirmières en général, dans notre livre, vont devoir jouer un rôle supplémentaire. Par rapport à aujourd'hui, j'ai des conversations fréquemment avec Mme Laurent là-dessus, c'est d'ailleurs une de leurs revendications, et elle a raison sur un point. En termes d'accessibilité et d'organisation de soins, si on exploitait mieux le potentiel que représentent les infirmières, on améliorerait significativement l'accès. Dit différemment, au Québec, il y a encore trop de médecins qui font des gestes qui pourraient être faits par des infirmières. Et ça consomme du temps, ça consomme des visites et ça fait des listes d'attente. Il y a une réticence dans le milieu médical et il va falloir, et je serai probablement celui qui va briser la réticence, de force ou pas de force. Là aussi, quelque chose doit se passer. Maintenant, pour ce qui est de l'hôpital de Chicoutimi, je ne commenterai pas l'hôpital de Chicoutimi, pas parce que je ne veux pas le commenter, mais il semble que la situation soit d'un ordre tel que je ne puisse pas faire des commentaires sur la place publique. Et le poste en question a été déplacé, il n'est plus au même endroit, la personne n'a pas perdu son emploi, mais il y a une réaffectation. Malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin là-dessus parce que ce n'est pas une décision qui est liée exclusivement à l'optimisation que l'on demande. Vous savez que dans la région, on bénéficie d'un excellent réseau de santé. Je pense que l'hôpital de Chicoutimi que vous mentionnez est probablement l'hôpital en région qui a la plus forte concentration de spécialités. Bon, 52, comme on a déjà dit. Bon, en tout cas, vous avez... Bon, de toute façon, on est très bien servi. C'est dû, évidemment, à des circonstances historiques, comme l'installation de la grande industrie dans les années 25. Hein? Vous savez, on était éloigné des grands centres. Il faut l'avoir. Mais ça s'est développé. Est-ce qu'avec votre nouvelle orientation, personnellement, je m'inquiète un peu parce que vous, évidemment, vous regroupez, c'est-à-dire vous récupérez tous les pouvoirs à Québec, mais c'est pas le ministre qui va administrer. Vous allez vous entourer d'une armée de fonctionnaires à Québec. Alors, il y a un risque, évidemment, de centralisation. Et deuxièmement, en ce qui concerne les spécialités, vous construisez à l'heure actuelle 3 immenses, superbes hôpitaux. Là. À Montréal, il y en a 2. C'est énorme. Et puis, à Québec, on en construit un autre, d'après ce que je peux voir. Alors, est-ce que vous avez l'intention de récupérer toutes les spécialités dans les 2 grands centres et qu'on aura à voyager pour se faire soigner? Troisièmement, en ce qui concerne la disponibilité de médecins, en ce qui concerne la disponibilité de médecins en région, vous savez fort bien qu'on a traversé une période d'à peu près un quart de siècle où les régions ont eu énormément de difficultés à recruter des médecins, parce que les médecins étaient formés uniquement à Montréal, dans le triangle Quart, Montréal, Québec, Sherbrooke, et les médecins formés à Montréal vont rarement en région. Alors, c'est depuis qu'on a une formation en région, grâce à l'Université de Sherbrooke, que là, les médecins formés en région vont dans d'autres. Est-ce que vous allez encourager continuer d'encourager cette formation en région? Alors, là, il y a vraiment, là aussi, plusieurs questions. Je vais commencer par le recrutement. C'est une question.
Mais ça ne me dérange pas, là. Je vais commencer par la première pour la régler une fois pour toutes, peut-être. J'ai expliqué tantôt à la question qui m'a été posée pour ce qui est de la centralisation, c'est exactement ça qu'on ne veut pas faire. Vous ne pouvez pas, à mon avis, reprocher au gouvernement d'avoir la responsabilité de donner des orientations. Si le gouvernement ne donne plus d'orientation, là, à ce moment-là, ce que ça signifie, c'est qu'on aurait 28-6 ou 18, si on prend les régions administratives, on aurait des provinces dans la province. Et le 6, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean taxerait son monde, imposerait son monde, gérerait son réseau hospitalier. Vous savez comme moi que c'est pas possible, là. Ben, ne serait-ce que par la disparité de la force économique d'une région par rapport à l'autre. Quand bien même je ferais ça, là, au bout de la ligne, le gouvernement aura à intervenir encore pour avoir une mesure compensatoire pour équilibrer les régions. Le gouvernement ne peut pas être à l'extérieur de ça. Il pourrait l'être si la population voulait avoir un équivalent d'Hydro-Québec, en Santé Québec. Mais même si la population voulait ça, une intervention gouvernementale devrait exister en quelque part. Maintenant, à partir du moment où on dit ça, est-ce qu'il est raisonnable de viser à ce que l'intervention du gouvernement soit la plus, pas distante, mais la plus 32 000 pieds possible? La réponse, c'est oui. Et ce que l'on met sur la table va faire ça à partir du moment où on aura la loi permanente et que je n'aurai plus le pouvoir d'avoir la désignation personnelle, à toutes fins utiles, des dirigeants à l'ouverture. Savez-vous pourquoi j'ai fait ça? Moi, j'ai constaté dans mon expérience dans le réseau de la santé, là, que les organisations, même médicales, quand en haut, la performance n'était pas là ou la compétence n'était pas là, quand on passait le flambeau, on recrutait des semblables. Moi, je pourrais vous nommer même des spécialités médicales qui ont tel type de comportement, là, de groupe, là. Puis quand on regarde les directions au fil des 25 ans que j'ai pratiqué, là, c'est très explicable. Alors, l'objectif de ça est de faire en sorte qu'à la case départ, on ait des gens performants et compétents. Après, là, les régions vivront leur vie à elles. Alors, ce n'est pas une centralisation, c'est une forme la plus avancée qu'on peut se permettre de régionalisation. Si, comme bien des commentateurs, vous voulez la Suède, bien, si vous voulez la Suède, vous voulez la taxation et l'imposition locale. Vous voulez que la région devienne une ville. Bien, si c'est une ville avec sa taxation et son imposition locale, bien là, OK, il faudra le demander. Puis là, quand arrivera le temps d'aller demander à la région voisine ou au gouvernement central une compensation parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ça va peut-être être moins heureux. Le Québec, c'est le Québec. On vit dans nos structures et on pense qu'avec ce qu'on met sur la table, on fait un pas qui est substantiel vers une autonomie régionale avec des orientations qui viennent de Québec, mais c'est des orientations. C'est pas le quotidien, là. Moi, là, je ne vais pas aller gérer les fichiers Excel des urgences à tous les matins, là. Ça, c'est la région qui fait ça. Et, comme je dis aux dirigeants, quand il va y avoir un problème, c'est eux qui vont aller vous voir devant la télévision après. Ça va être à eux autres. Ils sont responsables. Là, aujourd'hui, tout revient toujours au ministre. Ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être à l'autorité régionale. Le recrutement. On a été le gouvernement dans les années 2000 à avoir fait le plus de décentralisation. On y croyait, on y croit encore. Ça a donné les résultats escomptés. Quand vous dites que les gens formés à Montréal ont peu de chances d'aller en région, vous avez 100% raison. Et si vous aviez dit que quand on est formé en région, on a plus de chances de rester en région, vous auriez eu 100% raison. C'est là, ça va rester. Il n'y a pas question pour nous autres de toucher à ça. Maintenant, pour ce qui est des CHU, les CHU, là, peut-être que ça n'a pas été compris. McGill, par rapport au McGill d'avant, quand ils auront déménagé, ils vont être 30% plus petits. La raison pour laquelle ils sont 30% plus petits, c'est que le gouvernement d'alors, libéral, avait décidé d'enlever des ressources à l'université pour les distribuer en proximité dans le 450. Alors, le CHU de McGill ne va pas attirer des ressources universitaires spécialisées de plus, il n'aura moins. Le CHUM, le CHU de Montréal, lui, va avoir exactement la même grosseur qu'avant. Pareil. Il n'y a pas une ressource de plus.
Donc, lui non plus ne va pas attirer de services supplémentaires, donc de recrutement supplémentaire. Et Québec, ce qui est sur la table au moment où on se parle, c'est une reproduction de l'Hôtel-Dieu. Donc, pas de services supplémentaires. Et par-dessus ça, le projet de loi, lui, là, il vient consacrer un peu ce que vous avez. Vous avez la chance incroyable d'être un des 2 seuls 6 du Québec qui avait la chaîne complète du continuum de soins en santé. Il y a 2 régions au Québec, là, où on aura de la première ligne à l'universitaire, à la surspécialité sur son territoire, en passant par toutes les activités qui sont connexes. La réadaptation, santé mentale, déficience, longue durée, jeunesse, vous avez tout. Là, vous êtes, je disais ça à la blague ce matin, là vous allez vraiment être un royaume. Là. Vous êtes un royaume en santé pour de vrai. Puis vous allez être indépendant à toutes fins utiles, à l'exception des orientations que je vais quand même avoir la responsabilité de donner à vous comme aux autres. Et les 2 6 qui ont la totalité du continuum sont vous et Sherbrooke, l'Estrie. Et quand moi, j'étais en pratique ici, j'avais constaté avec surprise que rares étaient les patients qui traversaient le parc. Bien, ça va être encore ça après, puis peut-être plus. Parce que quand on aura réussi à régler les problèmes de couverture de certaines surspécialités, je pense que ça sera un choix personnel, là, mais ça ne sera certainement pas une obligation de traverser le parc pour quoi que ce soit. Vous allez avoir quelque chose de quasi autonome. On a Kate Tremblay, Jean-François Desaulniers, Annie-Claude Brisson, Marc Saint-Hilaire, ensuite Gilles Mongeur, Roger Boivin et Linda Bergeron qui veulent poser des questions. Et il reste 20 minutes. Donc, il va y avoir des sacrifices. Je vais répondre plus court. Parfait. Docteur Barrette, j'ai eu la chance de parler, en fait, l'occasion de parler à certains gestionnaires ici de C3S dans la région, que je nommerai pas, par respect pour ces gens-là. Mais ce qu'ils me disaient, c'est qu'eux se sentent un peu dans le néant concernant votre projet de loi. Me disaient que les stratégies d'information étaient pratiquement un flop entre le gouvernement et les C3S pour en venir à faire cette restructuration-là. Ils disent ne pas être au courant de plusieurs choses et semble-t-il que les discussions qui se font même là, de façon très, très confidentielle. Et ce que ces gens-là me disaient, ils se demandent comment on peut penser une telle réforme, finalement, sans s'informer ou sans avoir une information juste auprès des gens qui sont réellement sur le terrain, les gens qui travaillent dans les C3S. Ils ont l'impression de ne pas être tenus au courant et ne savent pas, finalement, où s'en aller avec ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quand on dépose un projet de loi comme celui-là, on est tenu à certaines règles. Comme vous le savez, là, dans la vie parlementaire, quand il y a un projet de loi comme ça, moi, je ne peux pas arriver et en parler au mois de septembre, c'est-à-dire au mois d'août, quand je le dépose à la fin septembre. Alors, je n'aurais pas le choix de travailler dans un espace relativement clos. Maintenant, depuis le moment où le projet de loi a été déposé, et j'ai même littéralement le lendemain, toutes les directions de toutes les agences du Québec ont été rencontrées en personne par moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai entrepris de faire une tournée de toutes les directions de tous les établissements du réseau. C'est ce que j'ai fait ce matin ici, là. Ceux qui n'étaient pas là, puis il n'y en avait pas beaucoup, là, c'était circonstanciel. J'avais les gens devant moi là, qui étaient de l'hôpital de Chicoutimi, qui étaient aussi de la réadaptation, du social. Les gens du réseau étaient là. Et là, c'est à eux maintenant, évidemment, compte tenu de la présentation que j'ai faite, de faire percoler l'information jusqu'à tout le monde dans le réseau. Vous avez raison, il faut de l'information. C'est juste que ça demande une certaine séquence et donc, ça demande un certain temps. Mais dans une réorganisation comme ça, qui vise d'abord et avant tout la direction, il faut commencer par eux. Il faut quand même que ce soit eux autres, parce que réalisons une chose, là. Le projet de loi 10, pour le personnel, plus on descend de la direction vers le personnel soignant, moins ça l'effet. Jour 1, là, de l'application de la loi, pour l'infirmière ou le technologue qui va rentrer au travail, là, aucun changement. 0. Jour 1, après la promulgation de la loi, pour le gestionnaire, beaucoup de changements. Un changement de vie, là. Alors, c'est eux qu'on doit rencontrer en premier parce qu'ils sont en haut, puis c'est eux qu'on vise.
Après, ça va percoler, mais que les choses soient dites et comprises. Plus on descend vers le service, moins il y a d'impact. Et il y a un moment donné où il n'y a pas d'impact. Comme je dis souvent, on ne va pas enlever des infirmières, des chefs infirmières sur un département, là, par exemple. Ce sont des gestionnaires qui disaient ça, qui se sentaient... Non, je comprends. Mais dans les gestionnaires, il y a des étages. Alors, vous avez probablement eu des conversations avec des gens qui étaient plus près du service que de la haute direction. Et vous pouvez les rassurer. S'ils sont dans la catégorie, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Jean-François Desaulniers, ensuite, Docteur Barrette, nous, on est en contact. Évidemment, on le sait, à terme, là, c'est 220 millions qu'on veut réaliser d'économies, qu'on veut remettre, évidemment, sur le terrain. Nous, on est en contact avec des gens qui travaillent comme infirmières ici dans la région. Ce matin, on a eu l'information selon laquelle ils confirmaient effectivement qu'on allait couper 6 infirmières en périnatalité. Alors, on a l'impression qu'au niveau du service aux citoyens, là, que ces coupures-là semblent s'orchestrer aussi sur le plancher. J'aimerais vous entendre peut-être là-dessus, parce que là, oui, on veut toucher des cadres, on veut ôter une couche de moins, là, c'est un peu ce que je comprends. Mais au niveau des hôpitaux, là, est-ce qu'il y a des bouleversements profonds? On a parlé tout à l'heure, entre autres, de la super infirmière là, qui est coupée. Là, puis... Ça va? Oui, ça va. Bon, la super infirmière, je ne peux pas en parler pour des raisons, à la limite, que je qualifierais de légales, là. Le problème auquel la société fait face dans ce débat-là, c'est la compréhension de ce qui se passe. Au moment où on se parle, il n'y a pas de cas, sauf peut-être un, là. Il n'y a pas eu de cas, il y en a eu un, là, réel, pour l'affaire du 4,30 $, là, que j'ai renversé. Mais dans les coupures de poste, actuellement, il n'y a pas eu de cas où on a réduit les services. Tous les cas, sans exception, qui ont été rapportés dans les médias ont été vérifiés et ce sont tous des cas où on a optimisé. Optimiser, là, ça veut dire que si on a trop de personnel sur une grille horaire d'une activité et qu'on a des postes vacants pour lesquels on paie du remplacement par des agences, par exemple, bien là, les administrations hospitalières se donnent le pouvoir de réaffecter des gens en coupant des postes et en les réaffectant. C'est comme ça que l'économie vient. Mais le service, lui, n'est pas touché. Le service se donne comme avant. L'employé ne perd pas sa job. Il est réaffecté. Il y a un changement dans sa vie parce que s'il travaillait au 4e A, il va aller travailler au 7e C. OK, c'est un changement. Mais les services qui étaient donnés avant en quantité et en qualité demeurent donnés aux deux endroits respectifs et on a fait une économie d'échelle. Il y a des restructurations qui sont faites aussi pour le bénéfice du patient qui étaient longuement attendues. On a fait grand état à un moment donné de la coupure de 82 infirmières à l'hôpital de Saint-Jean. L'hôpital de Saint-Jean là, est un hôpital qui est reconnu pour hospitaliser des gens qui ne devraient pas être hospitalisés. C'est une culture là, qu'il fallait changer. C'est des patients qui ne devaient pas rester 2 jours à l'hôpital, qui devraient être traités en ambulatoire. On a coupé 82 postes d'infirmières pour simplement les réallouer à un centre ambulatoire. Ça, là, ça s'appelle la saine gestion. C'est la saine gestion. Mais si on n'est pas capable d'accepter le fait que pour arriver à l'équilibre budgétaire, on fasse ces restructurations-là, bien là, on gèle le système. Là. C'est la mauvaise gestion. Et on a la responsabilité de gérer comme du monde. Je vais vous reprendre sur une chose, c'est important, parce qu'à un moment donné, les gens ne le réalisent pas, puis il faut qu'ils le réalisent. Le 200 millions qu'on coupe, comme on s'est dit, là, il ne revient pas dans le système. C'est pas du réinvestissement, là. C'est que notre base baisse de 200 millions. C'est pas réinvesti. Et quand on a baissé de 200 millions, bien là, on a une nouvelle base à partir de laquelle on va vivre une croissance de 4 %. Quand je vous ai dit tantôt là, que ce qu'on faisait, c'était pour 2017-2027, là, c'est ça que ça veut dire. On ne va pas couper pour arriver à l'équilibre budgétaire en 2016, puis là, en 2017, on va refaire comme avant. Refaire comme avant, là, ça retombe en déficit. Et tout ce qui s'ensuit. Alors ça, c'est important de comprendre ça. C'est difficile ce qui est en train d'être fait, et on fait tout pour ne pas couper les services. En apparence, ça peut avoir l'air de ça, puis évidemment, ceux qui nous critiquent vont toujours décrire ça comme étant une coupure de service. Mon opposante, là, à l'Assemblée nationale, ma critique officielle,
À chaque fois qu'elle prend la parole, je vais vous répondre demain. Et à chaque fois, je reviens, puis je dis, voici, j'ai pris les informations, il n'y a pas de couvert de service. Il n'y en a pas. Peut-être en avoir, s'il y en a, on va les renverser. Mais c'est une étape incontournable pour avoir un système qui fonctionne et qui est pérenne. Claude Brisson et ensuite Marc Saint-Hilaire. Dans les derniers mois, il y a eu... bonjour. Dans les derniers mois, il y a eu rumeurs de fusion de C3S au Lac-Saint-Jean, des rumeurs qui avaient été alimentées par le docteur Yves Bolduc. On supposait entre autres Roberval avec Alma ou encore Roberval avec Dolbeau-Mistassini. Est-ce que c'est un peu la structure que le CIS aura de faire, entre autres, de trancher là-dedans? Est-ce que c'est encore dans les plans? Le CIS est une intégration de tout ce qui existe en termes d'établissement de santé et de services sociaux dans la région. Le CIS va non seulement trancher, mais le CIS va tout englober. Au-delà de ça, est-ce qu'il y aura fermeture, fusion? Non. Par définition, parce que c'est pas comme ça que vous avez posé la question, mais posé comme ça, je suis bien content que vous la posiez, parce que c'est une crainte déjà. Le CIS est là pour intégrer, faire des économies d'échelle, assurer la fluidité, la sécurité et l'accès. Alors, le CIS ne va jamais, et ça c'est clair, ni couper un point de service, ni changer la mission du point de service. L'hôpital de Chicoutimi ne va pas devenir un CLSC où on fait de la neurochirurgie, puis un CLSC ne va pas devenir une salle de pontage orthogonarien. Les gens vont garder leur mission, leur lieu, leur fonction, mais ils seront intégrés. Donc, Marc Saint-Hilaire et ensuite Linda Bergeron. Docteur Barrette, je vais vous poser deux petites questions assez rapides. Tout d'abord, les ambulanciers paramédics prétendent qu'au niveau privé, les employeurs font de 5 à 12 % de profit. On me dit qu'il y a un rapport qui a été commandé, qui est sur votre bureau présentement, et on revendique la publication, en tout cas de ce rapport-là. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, ce système-là. Ensuite, j'aimerais aussi savoir, par rapport à Ebola, ici, il y a une porte d'entrée, il y a 2 bateaux qui arrivent chaque mois et qui pourraient être porteurs. J'aimerais savoir si vous avez pris connaissance de cette possibilité-là, puis qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la santé. Merci. Alors, pour ce qui est du premier sujet, qui était? Les ambulances. La grippe. Pour ce qui est des ambulances, vous avez raison, j'ai le rapport entre mes mains et très prochainement, il va être divulgué. Et le rapport est exhaustif. Et nous invite à emprunter certains chemins pour corriger certaines situations. Vous comprendrez évidemment que tant qu'il n'est pas publié, là, je ne peux pas faire plus de commentaires, mais vous allez trouver le rapport très intéressant. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup d'articles à écrire dessus. Pour ce qui est d'Ebola, Ebola, pour ce qui est des bateaux, là, on est dans le fédéral. C'est pas nous qui gérons ça. Hier, j'avais une conférence téléphonique avec la ministre de la Santé fédérale, Mme Ambrose. Bon, là, le fédéral est très à l'affût plus que jamais pour tout ce qui est frontières, incluant les frontières maritimes. C'est eux qui ont cette responsabilité-là. Et je rappellerai quand même une chose. L'Ebola, là, rappelons-nous-le, on ne peut pas l'avoir si on n'est pas allé là-bas ou si on n'a pas été en contact avec quelqu'un qui est allé là-bas. C'est pas la grippe. La grippe, là, biologiquement, peut se transmettre par des oiseaux migrateurs. L'Ebola, c'est pas comme ça. D'ailleurs, pour rassurer la population, là, regardez ce qui se passe au Texas. Ce qui se passe au Texas, si on prend un moment de recul, devrait nous rassurer. On sait aujourd'hui, j'ai dit hier, puis personne ne l'a retenu, là. Moi, je le savais, je l'ai dit hier en entrevue, en entrant au Conseil des ministres. C'est une comédie d'erreur, ce qui s'est passé au Texas. Aujourd'hui, là, ça sort. Puis les gens en parlent ouvertement. Là, tout ce qui devait être fait n'a pas été fait. Quand on est rendu à apprendre qu'il n'y avait pas de protocole, là, dans un pays qui se targue d'être le meilleur, le plus meilleur au monde, là, mettons que c'est assez ordinaire, leur affaire, là. On n'est pas dans cet état de situation-là. Nous, nos protocoles sont écrits. Ils sont placardés dans toutes les cliniques, dans tous les hôpitaux. Ils sont placardés dans les cliniques sans rendez-vous. Il est fait, le protocole. L'équipement est là. Les gens savent quoi faire. Et pour attraper l'Ebola, encore une fois, bien, il faut 2 choses. Il faut que la personne dise la vérité. Rappelons-nous que aux États-Unis, au Texas, le gars avait nié le fait qu'il arrivait du Libéria. Là, c'est assez ordinaire, là.
Alors ça, et deuxièmement, comme j'ai dit dans une entrevue récemment, moi, là, si j'allais dans une urgence aujourd'hui, si on ne me posait pas la question « Avez-vous été en contact? » ça ne serait pas correct. Parce que moi, comme ministre, je peux être allé dans un centre communautaire à Montréal où il y a des immigrants africains et puis l'attraper s'il l'avait là. Alors, c'est une question de vigilance à l'entrée. Et la vigilance, c'est le questionnaire. Et comme vous le savez, là, dans les triages, il y a des questionnaires très spécifiques. Et maintenant, dans ces questionnaires-là, il y a la question du contact avec des ressortissants ou des voyageurs en Afrique. À partir du moment où une personne est soupçonnée, là, on est prêt. Là. On a mis en place les structures, les locaux, les équipements. La critique qu'on peut faire du réseau, et d'ailleurs, j'ai donné la consigne hier à mes fonctionnaires d'envoyer un avis à cet effet-là, une directive à cet effet-là. On est rendu au point où là, il faut maintenant faire des séances d'entraînement. Et d'entraînement, ça a l'air bête à dire, là, mais il faut s'entraîner à mettre et à enlever l'équipement. Pas d'entraînement, triage facile, des questions, là. Mais c'est comme dans une salle d'opération, c'est pas évident de mettre une blouse sans rien toucher. Puis c'est encore moins évident de mettre une blouse du type de celle de l'Ebola, là, sans rien toucher, puis encore plus en l'enlevant. Alors là, j'ai donné la directive de faire en sorte que dans le réseau, on commence à faire des séances d'entraînement plus régulières qui touchent le maximum de monde, toujours dans un contexte où le risque de voir quelqu'un arriver ici avec l'Ebola est extrêmement faible aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ça va être encore extrêmement faible dans un an si on perd le contrôle de ce qui se passe là-bas. Parce que, comme j'ai dit hier en entrevue, je ne suis pas sûr que la communauté internationale a réagi assez vite face à ça, là. Mais comme toujours, l'être humain est ainsi fait. Là, quand on va être menacé, on va réagir. Donc, Linda Bergeron et ensuite... Je peux poser 2 questions, mais c'est pas grave. C'est parce que je lisais le communiqué, justement, de la ministre de la Santé qui voulait vérifier par conférence téléphonique l'état d'avancement des provinces. Et ce que vous dites, c'est que le Québec, lui, est très prêt. On est prêt. Comme j'ai dit il y a un instant, c'est vrai, là, on peut nous faire la critique que le monde n'a pas été assez entraîné, mais il y en a qui le sont, là. Il y en a qui sont tout au fait de ça, là. Il y a quelqu'un qui a la responsabilité de faire ça dans les hôpitaux. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que la pénétration, si vous voulez, de l'entraînement n'est pas idéale, mais on va rapidement le devenir. Et ces sessions d'entraînement dont vous parlez, est-ce que vous demandez à ce qu'on les fasse également dans des établissements en région comme ici? Bien oui, tout à fait. Ce matin, je rencontrais le président de l'agence était ici, puis j'ai posé la question, avez-vous eu l'équipement? Oui, ils ont l'équipement. Ils l'ont. De protection, là, tout ça, là. Donc, Roger Boivin et j'avais aussi Jocelyne Girard-Pujol de l'ENAM qui voudrait poser une question ensuite à M. Barrette. Alors, bonjour, M. le ministre. C'est la question de l'informatisation du réseau de santé, le fameux dossier de santé informatisé, etc. Je sais que c'est une de vos priorités, mais il y a eu des dérapages assez extraordinaires depuis quelques années. Est-ce que ça va prendre sa vitesse de croisière à un coût raisonnable, enfin? Puis, c'est quoi votre échéancier pour... Enfin, je voudrais vous entendre sur ce fameux dossier-là. Comme participant au réseau de la santé, mais n'ayant pas été dans la position où j'étais dans le passé, mais comme médecin, ayant vécu de l'intérieur le détail de cette chose-là, parce que j'étais là aux premières loges, là, j'étais là, moi, à la création d'Inforoute Santé, là. J'étais là. J'étais sur le comité d'Inforoute Santé. C'est la plus grande déception qu'on peut pas avoir. C'est épouvantable, cette affaire-là. Alors là, moi, compte tenu de là où on est rendu, la seule chose que je peux faire, c'est m'assurer que le plus vite possible, ce qui est fonctionnalisable, là, devienne fonctionnel et la commande a été donnée. Et puis je vais vous le dire, là, idéalement, là, il y a des choses que je ferais, mais ça coûterait trop cher. On n'a pas les moyens. Il y a des affaires qu'il faudrait repartir à zéro. Puis ça a coûté des... Mais au moins, on est rendu à un moment où on a des bases de données utilisables, mais non utilisées, qui peuvent être utilisables par des DME correctement minimalement, là, mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment détaillés pour faire de l'exploration, du data mining. Mais moi, mon objectif est que dans la prochaine année, tout ce qu'on a comme données fonctionnelles, écoutez, là, je vais répondre clairement à votre question, on a des données fonctionnelles dans la plupart des domaines et ils ne sont pas fonctionnalisables, mais ils ne sont pas fonctionnalisés. Quelque chose. Ça, c'est comme si on disait que l'appartement est meublé, mais vous n'avez pas la clé pour tourner la porte.
Merci, Madame, de me donner la possibilité de te poser une question au ministre. Moi, je représente un organisme communautaire qui existe depuis 25 ans, c'est l'ENAM, qui a un programme développé, qui s'occupe des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Vous savez que présentement, à l'aide sociale, il y a présentement une réforme qui fait en sorte que cette clientèle ne sera plus pris en charge par eux autres. Alors, cette clientèle-là, on n'aura plus de fonds pour pouvoir continuer à développer et leur donner notre service. Est-ce que c'est vous, en tant que ministre de la Santé, qui va prendre en charge cette clientèle pour nous permettre de continuer à leur donner des services? Techniquement, oui. Parce que vous, ce que je comprends, parce que je ne connais pas le détail de votre situation, vous receviez des fonds Emploi Québec. OK. Parce qu'avec la réforme qu'il y a eu le temps de M. Lesbouchard, ces gens-là ont été transférés à Emploi Québec. Alors, avec eux, l'Emploi Québec avait Passe-Action qui s'appelait. Alors, Passe-Action pouvait faire avec Passe-Action, nous permettre, avec Passe-Action, d'avoir des argents pour pouvoir avoir ces gens-là. Okay. Mais Passe-Action, présentement, change. Exactement. C'est ça. Écoutez, la réponse, c'est oui, ça devrait venir chez nous. Je vais regarder la situation. Quand je vous ai vu tantôt, je n'avais pas saisi que le nom, c'était ENAM. Puis j'allais vous demander, c'est quoi son ENAM? Là, je l'ai enregistré. Et je vais voir exactement ce que l'on va faire avec ça. Je pourrais même vous revenir si vous le voulez. Vous êtes joignable? Oui. Voilà. Ce cercle de presse, merci beaucoup d'avoir été là. Ne manquez pas, lundi, nous aurons le premier ministre Philippe Couillard avec nous.